Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va reprendre le cours précédent. On a vu dans le diapo précédent que la structure a une construction développementale, c'est-à-dire qui a pris ses traits en fonction des fixations. Encore, on veut dire par la fixation le mode d'attachement et le besoin affectif, ou bien au contraire, le surinvestissement affectif au cours de l'organisation des stades d'évolution orale, anale ou phallique. C'est-à-dire l'enfant passe par des stades, soi-disant, c'est-à-dire quand il y a une problématique, c'est-à-dire une frustration ou bien une privation affective, ou bien au contraire, c'est-à-dire trop étouffé, trop protégé par sa maman. Donc, il va former inconsciemment des traits qui vont façonner sa structure plus tard, à l'âge de puberté ou bien à la fin de l'adolescence. Et selon Freud, il existe trois grandes lignées structurales ou bien trois grands classements des structures: structure orale ou bien structure psychotique, structure névrotique, et l'organisation entre ces deux structures, on l'appelle la structuration parce que il n'y a pas elle ne forme pas une structure précise. Donc, soit elle prendre une lignée beaucoup plus névrotique ou bien une lignée beaucoup plus psychotique. Et dans ce tableau s'affiche la spécificité de chaque classement ou bien de chaque lignée structurale en fonction de l'élément métapsychologique de la structure. Donc, on commence par la lignée psychotique. Son état de régression se trouve au stade oral. La relation d'objet, elle est fusionnelle, c'est-à-dire l'enfant dans sa première relation avec l'objet maternel ou bien le sein maternel se trouve dans un état de non-différenciation. Il n'y a pas une différenciation moi, non moi. Alors, le conflit sous-jacent, c'est entre les pulsions primaires et la réalité extérieure. Les mécanismes de défense qui peuvent intervenir pour diminuer la tension psychique qui en résulte par ce conflit, c'est le déni de la réalité, l'introjection, la projection, le clivage du moi, ou bien le clivage de l'objet et la forclusion du nom du père. Je reviens vers ces mécanismes de défense au cours du stade oral. Donc, leur présence a pour objectif de diminuer l'angoisse de morcellement qui peut se produire à cause de la relation fusionnelle avec l'objet maternel. Pourquoi s'appelle l'angoisse de morcellement? Parce que l'unité psychocorporelle de l'enfant est liée avec son objet d'amour ou bien le sein maternel. C'est comme si le sein maternel est une partie de son unité psychocorporelle. C'est pour ça qu'il a peur d'être morcelé. Concernant les états limites ou bien l'organisation astructurale, son état de régression se trouve au stade anal. La relation d'objet, elle est anaclitique ou bien une relation de dépendance, c'est-à-dire l'enfant commence à avoir une sorte de conscience vis-à-vis une différenciation moi, non moi, mais elle est encore en besoin vital vis-à-vis de sa maman, donc la relation, elle est anaclitique. La nature de l'angoisse est de perte d'objet, c'est-à-dire de séparation. Il a peur d'être abandonné par sa maman. Le conflit est entre le ça et l'idéal du moi. Les mécanismes de défense qui peuvent intervenir, c'est l'identification introjective ou bien l'identification projective, l'idéalisation primaire et le clivage de l'objet. Dans la structure névrotique ou bien dans la lignée névrotique, son état de régressement, c'est au stade phallique. La relation d'objet, c'est-à-dire la relation avec le sein maternel, elle devient génitale. La nature de l'angoisse, c'est de castration. Le conflit, c'est entre le ça et le surmoi. Et les mécanismes de défense qui peuvent intervenir, c'est-à-dire les mécanismes de défense les prédominants, on a le refoulement, la formation réactionnelle, la dénégation, le déplacement. Avant de passer aux mécanismes de défense,
je voudrais juste mentionner que la structure de la personnalité ou bien l'appareil psychique a pour deux fonctions importantes qui sont la fonction de la mentalisation et la fonction défensive. On a parlé au début des cours que toutes les activités de l'être humain sont pulsionnelles selon la perspective freudienne, c'est-à-dire l'enchaînement ou bien la liaison ou bien la séparation pulsionnelle s'appelle la mentalisation. C'est-à-dire cet enchaînement, cette liaison ou bien cette séparation a pour but de donner un sens humain ou bien une signification existentielle. Et donc, s'il y a une problématique dans cet enchaînement en séparation pulsionnelle, là, les mécanismes de défense ou bien la fonction défensive va intervenir pour diminuer la tension qui se produit par cette problématique. Pour Anna Freud, c'est la fille de Sigmund Freud, les mécanismes de défense représentent la défense du moi contre les pulsions instinctuelles et les affects liés à ces pulsions. C'est-à-dire s'il n'y a pas une fonction de mentalisation par rapport à l'enchaînement ou bien la séparation pulsionnelle, ça va résulter des tensions et puis le mécanisme de défense pour objectif de diminuer cette tension. Et donc ces mécanismes de défense sont inconscients et involontaires. Ils servent à protéger la conscience d'une émotion douloureuse ou inacceptable. Ils ont pour objectif la réduction de la tension pulsionnelle ou l'angoisse qui en résulte. Normalement, les mécanismes de défense protègent la cohésion de l'appareil psychique ou bien protègent l'unité psychocorporelle de l'individu, facilitent l'adaptation au monde externe. Un certain nombre d'entre eux sont utilisés de façon permanente et banale. C'est ce que donne naissance aux traits de caractère des personnalités saines. On parle des mécanismes de défense pathologiques s'ils se trouvent de façon inefficace, trop rigide, pas assez variée, trop fréquente, mal adaptée à la réalité interne et ou externe. Et dans ce cas-là, ces mécanismes de défense perturbent le fonctionnement psychique au lieu de le protéger. Bon, je vous remercie d'abord pour votre question pertinente, bien qu'elle est vraiment pour s'approfondir dans la psychanalyse, mais quand même je vais vous répondre. Donc, on a dit que toutes les activités psychiques sont pulsionnelles, c'est-à-dire chaque activité, elle est pulsionnelle pour une fonction, pour donner un sens. La fonction mentalisation, c'est pour donner un sens, une signification, c'est-à-dire ce que je faisais hier, ce que je fais maintenant ou bien aujourd'hui, et qu'est-ce que je vais faire demain, s'en trouve en enchaînement. Cet enchaînement, c'est pour avoir un sens pour ma vie, que ce soit professionnelle ou bien personnelle, etc. Comment se trouve cette activité psychique pulsionnelle? On en a parlé au début du cours par rapport à la notion de la pulsion. Donc, on a dit qu'il y a 4 caractéristiques, la source, la poussée, l'objet et le but. Autrement dit, pour Sigmund Freud, cette pulsion, elle est divisée elle est répartie entre une représentation, c'est-à-dire la source et la poussée présentent l'affect, et l'objet et le but présentent la représentation. La représentation, elle est dans l'espace conscient, dans le CS, et l'affect, elle est inconsciente, donc elle est dans l'espace inconscient. Et cette activité, ou bien ces activités, ou bien nos activités sont enchaînées. C'est-à-dire, par exemple, la pulsion de manger, pulsion de lire, la pulsion de travailler, etc. Chaque pulsion a une représentation liée avec l'affect. Représentation liée avec l'affect. La deuxième pulsion aussi, etc. Peut-être on trouve une séparation entre hadi ou hadi. Par exemple, par rapport à nos conduites contradictoires. Parfois, on dit حاجة ونديروا حاجة واحدة أخرى. Parfois, نحسوا حاجة ونعبروا حاجة واحدة أخرى. Donc, les activités تاعنا ما راهمش toujours, c'est-à-dire authentiques ou bien parfois ils se trouvent dans la contradiction.
Donc il y a une sorte de séparation pulsionnelle. Et donc l'introjection est toujours liée avec le bon objet. C'est-à-dire si je dis j'aime une personne, khalfi galbi, c'est comme si j'ai introjeté une bonne représentation par rapport à cet objet. Et le contraire, la projection est toujours liée avec le mauvais objet. C'est-à-dire qu'il dit la personne kraha, donc j'ai projeté le mauvais soit tari sur cette personne. Ça veut dire ماشي نكرهها هي. Elle me présente الكره. هذا الكره اللي راه فيا لداخل, je le projette sur elle. Concernant le clivage de l'objet, les objets externes, c'est-à-dire l'autre, la personne, elle est perçue comme partiellement bonne et mauvaise. C'est-à-dire, la personne, نبغيها ou نكرهها en même temps. Et on remarque généralement cette dualité chez les adolescents. نكرهو ou نبغو en même temps. Et l'idéalisation primitive, les objets ou bien l'objet externe, elle est perçue comme totalement bon ou bien mauvais. Par exemple, l'amour maternel, la maman تبغي ولدها مهما يدير ولا تبغي بنتها مهما دير, bon point d'interrogation pour la fille, mais généralement pour le garçon تبغي ولدها malgré tout يدخل الحبس يقتل يدير دي ديغا تقعد دائما تبغيه. تقول لك un proverbe يقول لك كل خنفوس عنده امه غزال. Donc l'idéalisation primitive, c'est-à-dire l'autre elle est toujours bon نبغوه malgré واش يدير نبغوه. Le contraire, نقدو تاني ما نبغوهش malgré واش يدير les efforts تاني ما نبغوهش. L'identification projective, une partie négative de la personnalité du sujet s'introduit fantasmatiquement dans l'objet. Donc l'objet c'est la représentation psychique de l'autre. L'autre qui est en extérieur, غادي نشوفه غادي نحس العين نحس الكره, c'est-à-dire il va une introduction fantasmatique négative vis-à-vis cet autre بانت. En même temps il y a un contrôle, donc نكرهها en même temps نحاقد عليه, je le contrôle دائما في راسي ما بغاش يروح لي, toujours نحوس دائما نستشفى ولا نحقد عليه. L'exemple de l'identification à l'agresseur, c'est le concept de Mélanie Klein. Par exemple, حقروني, donc on dit نحقر. Et pour l'identification introjective, une partie positive de la personnalité d'un autre s'introduit dans le sujet pour le contrôler. C'est-à-dire, il me présente l'amour, donc cet amour est toujours là, il persiste, cette partie de la personnalité, elle persiste, elle reste une partie vivante dans le soi. نقعد نبغيه malgré tout. Et cette identification introjective, elle est l'équivalent de l'idéalisation primitive qui compte l'objet positif. Le déni de la réalité, le sujet nie perceptivement une partie de la réalité qui lui apporterait de l'angoisse. Par exemple, certains malades, هو راه مريض en pleine douleur, يقول لك non, مانيش مريض, non. Non. L'identification, c'est un processus psychique ou bien un mécanisme de défense par lequel le sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l'autre et se transforme totalement ou bien partiellement sur le modèle de celui-ci. Elle peut être primaire, c'est-à-dire en cas où il dit les traits de cet objet ou bien de cet autre, ou bien secondaire, au cas où il contient une transformation partielle. Concernant la sublimation, c'est le mécanisme par lequel l'énergie liée à la pulsion sexuelle est dérivée vers un nouveau but non sexuel et où elle vise généralement des objets socialement valorisés, c'est-à-dire le lien avec des objets sexuels, c'est-à-dire pulsionnels, sont traités de façon pulsionnelle. L'enfant en premier temps il connaît لاصق في امه لاصق في les parents تاعه trop excité بهم. Donc après flash ou bien la phase de latence, il a ses préoccupations, il se préoccupe par ses jeux, par ses camarades, par sa scolarité ou bien par sa sociabilité. Pour mieux comprendre c'est quoi l'introjection,
on va commencer par le premier mécanisme de défense qui est l'incorporation. Donc l'incorporation, c'est un mécanisme de défense sans opération mentale, c'est-à-dire il n'y a pas une fantasme, ni imagination, ni hallucination. C'est le fait que l'enfant, il va incorporer, c'est-à-dire il va remplir sa cavité buccale avec le mamelon ou bien avec le sein maternel ou bien le biberon. Dans ce cas-là, il n'y a pas une opération mentale. Donc on parle là de l'incorporation. Une fois qu'il y a une fantasmatique liée avec cette incorporation, donc on parle de l'introjection. Donc quand on dit que